Vous connaissez tous Nokia, vous savez comment Nokia a dominé le monde entier, puis disparu en 10 ans. Mais Nokia, c'est une histoire finlandaise. La France, elle, a eu sa propre Nokia, bien avant, plus grande, plus profonde, une marque qui n'équipait pas seulement les poches. Elle équipait les maisons entières, la cuisine, le salon, la chambre, du sol au plafond. Elle s'appelait Radiola. En 1936, un foyer français sur 2 possédait un appareil Radiola. Pas 1 sur 10, pas 1 sur 5, 1 sur 2. Dans un pays de 40 millions d'habitants. C'est une pénétration de marché que Nike, Apple ou Samsung n'ont jamais atteinte en France. Et pourtant, aujourd'hui, allez demander à un gamin de 20 ans ce qu'est Radiola. Il ne sait pas. Il n'a jamais entendu ce nom. Pour lui, ça n'a jamais existé. Comment efface-t-on 70 ans de présence dans chaque foyer français? La réponse se trouve dans une usine abandonnée au Mans. Un bâtiment que personne ne regarde, sur une route que tout le monde emprunte sans s'arrêter. Ce bâtiment a une histoire. On va vous la raconter. Chapitre 1. L'homme qui a tout déclenché, Émile Girardot. Ce nom ne vous dit probablement rien. Et c'est exactement le problème. Parce que sans cet homme, il n'y aurait pas eu de Radiola, pas d'usine au Mans, pas 5 millions de postes dans les foyers français. Rien. Il naît le 12 octobre 1882 à Luçon, en Vendée. Famille modeste et ambition démesurée, il intègre l'école polytechnique en 1902, puis l'école des ponts et chaussées. Le parcours classique de l'élite d'ingénieurs français sous la Belle Époque. Col blanc, cerveau d'acier, sens de l'État chevillé au corps. Mais ce qui va changer sa vie, ce n'est pas un diplôme, c'est une conversation. Nous sommes en 1908. À La Rochelle, un camarade de Polytechnique, Paul Brenaud, adjoint du capitaine Ferrier dans les transmissions militaires, lui dit quelque chose de simple, presque banal, et pourtant, il lui dit que l'armée française ne peut pas acheter un poste TSF complet auprès d'un seul fournisseur français, que ça n'existe pas, que la France dépend entièrement de l'étranger, de Marconi en Angleterre, de Telefunken en Allemagne, pour ses propres communications militaires. Girardot encaisse. Il réfléchit. En 1908, la TSF, la télégraphie sans fil, n'est pas encore la radio que vous imaginez. Pas de voix, pas de musique, juste des signaux morses qui traversent l'air sous forme d'ondes électromagnétiques. La technologie existe depuis que Marconi l'a brevetée en 1895, mais personne en France ne maîtrise la chaîne complète. Concevoir, fabriquer, assembler un poste entier. Du premier composant jusqu'à l'antenne. Et pendant ce temps, les pigeons voyageurs. Oui, en 1908, les pigeons voyageurs sont encore le principal moyen de communication à longue distance de l'armée française. Dans un pays qui se croit grande puissance, face à une Allemagne qui industrialise ses transmissions à toute vitesse. Girardot n'accepte pas ça. Il s'associe avec Joseph Béthenot, ingénieur comme lui. L'idée est simple, créer une industrie française capable de produire des postes TSF complets, depuis les matières premières jusqu'aux produits finis, sans dépendre de personne. Mais pour créer une industrie, il faut de l'argent. Et pour avoir de l'argent, il faut un contrat. Ce contrat va venir d'un endroit inattendu. Un certain Alphonse Fonder, pionnier de l'Afrique noire française et armateur sur le fleuve Congo, les met en contact avec le gouverneur du Congo, Martial Merlin. Le gouverneur a un problème concret. La ligne télégraphique reliant Pointe-Noire à Brazzaville est régulièrement sabotée. Les fauves arrachent les câbles. Les habitants volent le cuivre. Il faut une liaison sans fil. Contrat signé, 200 000 francs. C'est le coût de départ. Sur la base de ce contrat, Girardot réunit 150 000 francs auprès de quelques amis. Et le 3 avril 1910, il fonde la Société française radioélectrique, la SFR, une société pour l'armée, pour l'Afrique coloniale et pour les militaires et les ingénieurs, pas pour les salons, pas pour les familles, pas pour les enfants qui allaient un jour coller l'oreille contre un petit cadran lumineux en bois. C'est toute l'ironie de cette histoire. L'homme qui a tout déclenché ne voulait pas changer la vie quotidienne des Français. Il voulait juste battre les Allemands à la guerre des ondes. La suite lui a échappé des mains et elle a changé un pays entier. Chapitre 2. La guerre, l'argent, la radio. La SFR est née d'un contrat en Afrique. Elle va grandir grâce à une guerre en Europe. Quand les canons se taisent en août 1914, Girardot comprend avant tout le monde ce qui va se passer. Les armées ont besoin de communiquer, vite, loin sans fil, et la SFR est prête. 4 ans plus tard, le bilan est vertigineux. 65 stations fixes de plus de 5 kW, 18 000 postes embarqués dans des avions, 300 postes installés sur des navires, 300 autres montés sur des véhicules terrestres. La SFR a habillé une guerre entière en ondes hertziennes. Mais la guerre ne fait pas que détruire, elle fabrique du savoir-faire. 4 ans à miniaturiser des composants pour les cockpits d'avions. 4 ans à fiabiliser des émetteurs pour qu'ils survivent aux tranchées, à la boue, au froid. 4 ans à produire en série ce qu'on fabriquait avant
à l'unité. Les ingénieurs de la SFR sortent de 1918 avec quelque chose que l'argent n'achète pas, une maîtrise industrielle totale. Les investisseurs le voient. La Banque de Paris et des Pays-Bas investit. Et en 1918 naît la Compagnie Générale de la Télégraphie sans fil, la CISF. Girardot en prend la présidence. Émetteurs, tubes électroniques, liaisons internationales, le groupe est désormais diversifié, puissant, structuré. Un an plus tard, en 1919, la CSF prend le contrôle d'une petite société lyonnaise, la Radiotechnique, spécialisée dans un composant unique, le tube électronique. Ce tube mérite qu'on s'y arrête. Imaginez une ampoule électrique. Maintenant, retirez l'air à l'intérieur, il y a le vide complet. Ajoutez 3 électrodes métalliques, le résultat s'appelle une triode. Et son principe est simple mais révolutionnaire. Un courant électrique très faible, appliqué sur une électrode, contrôle un courant beaucoup plus fort sur une autre. C'est de l'amplification. Un signal radio, capté dans l'air, invisible, infiniment faible, entre dans ce tube et ressort assez puissant pour faire vibrer un haut-parleur. Sans tube, pas de son. Sans son, pas de radio. La Radiotechnique fabrique ces tubes. La CSF les utilise. L'Empire se referme sur lui-même, puis vient l'idée qui change tout. En 1920 et 1921, les ingénieurs de la DSFR s'amusent. Ils diffusèrent des concerts expérimentaux depuis le château de Sainte-Assise. De la musique dans l'air, pour personne et pour tout le monde en même temps. L'idée d'une radio grand public commence à germer sérieusement. Girardot propose à l'État un service d'information et de musique. L'État temporise. Girardot n'attend pas. Le 6 novembre 1922, la station d'émission SFR est mise en service depuis les ateliers de Levallois-Perret, premier service de radiodiffusion privée en Europe, 8 jours avant la BBC britannique. Ce même jour, la SFR dépose un nom de marque, Radiola. Un mot construit comme une promesse. Radio pour la technologie, le suffixe ola emprunté aux instruments de musique, la pianola, la victrola, pour évoquer le plaisir, le son, la vie. La station émet depuis un auditorium au 79 boulevard Haussmann. Un orchestre tzigane joue en direct. Pour la première fois dans l'histoire de France, des mélodies traversent l'air invisible et entrent dans les maisons sans qu'on y ait été invité. Les gens collent l'oreille à leur poste, ils n'en reviennent pas. En mai 1923, Radiola retransmet en direct le combat de boxe Carpentier contre Nil. Les répercussions dépassent les frontières françaises. L'Europe entend, l'Amérique entend. La devise s'impose d'elle-même, en prise directe avec le monde. En 1924, Radiola couvre les premiers Jeux olympiques d'hiver de Chamonix. La marque et le média grandissent ensemble, à la même vitesse, dans le même souffle. Puis l'État reprend la main. La station change de nom, elle devient Radio Paris. Mais la marque sur les appareils, elle, ne change pas. Radiola reste. Et elle va commencer à entrer dans les foyers. Chapitre 3, le produit qui change tout en 1922, vouloir une radio chez soi, c'est un projet d'ingénieur. Il faut acheter les composants séparément. Un condensateur ici, une bobine là, un tube électronique chez un autre fournisseur. Puis tout assembler soi-même sur une planche de bois. Le résultat grésille, capte mal, tombe en panne souvent. C'est réservé aux passionnés, aux techniciens, aux curieux qui ont du temps et de la patience. Le grand public, lui, n'existe pas encore, Radiola va l'inventer. En 1925, les premiers auditeurs, qu'on appelle alors les sans-filistes, se plaignent. La TSF est trop compliquée, trop de boutons, trop de réglages, trop de mystères. Radiola répond publiquement, et la réponse ressemble à un manifeste. L'objectif est de construire des récepteurs utilisables par tout le monde, réglables comme on met une montre à l'heure. Un seul bouton, un seul geste, n'importe qui, n'importe où, n'importe quand. C'est simple, c'est révolutionnaire. C'est exactement ce qu'Apple dira 60 ans plus tard à propos d'autre chose. En 1927, la SFR présente le Sphère 20 au salon de la TSF. Le clou de l'exposition, une ébénisterie élégante, un son réputé cristallin, pas d'antenne encombrante, remplacé par un cadre discret posé sous la table. Le président de la République, Gaston Doumergue, se déplace en personne pour l'observer. Arrêtons-nous sur cet objet, parce qu'il mérite qu'on le regarde vraiment. Ce n'est pas un appareil électronique posé sur une table. C'est un meuble, du noyer ou de l'acajou sculpté, poli, traité comme un buffet ou une armoire. Un tissu tendu sur le haut-parleur, assorti au mobilier du salon. Un cadran lumineux qui s'allume dans le noir, comme une petite fenêtre sur le monde. On ne le cache pas dans un coin, on l'expose, on en est fier. Posséder un Radiola dans les années 1930, c'est montrer qu'on est moderne, qu'on est dans son époque. Les chiffres racontent de la suite. En 1929, 500 000 postes radio en France. En 1932, un foyer sur 5 est équipé. En 1936, un foyer sur 2. En 1939,
5 millions de postes. En 10 ans, la radio a traversé la France entière, des appartements haussmanniens aux fermes de province, et avec elle, le monde entre dans chaque cuisine. Ces radios-là qui popularisent Maurice Chevalier dans les campagnes françaises, ces radios-là qui transmet en direct l'atterrissage de Lindbergh à Paris en 1927, la première fois qu'un événement mondial est vécu simultanément par des millions de personnes. Ces radios-là qui fait entendre la voix d'Hitler aux Français, qui retransmet les grandes ségrèves de 1936, qui réveille les familles, qui berce les enfants, qui rythme les journées. La radio n'est plus un gadget. C'est une infrastructure de la vie quotidienne. Puis vient la guerre. En juin 1940, l'armée allemande occupe les usines de la Radiotechnik, la société qui fabrique les postes Radiola. Les machines continuent de tourner. Mais quelque chose d'autre tourne aussi, en secret. Des ouvriers font passer un poste récepteur dans les bureaux, volume baissé au minimum, porte fermée à clé. Ils captent Londres, ils entendent dans l'appel du 18 juin, ils l'écoutent sans rien dire et n'oublient jamais. Le directeur de l'entreprise, Henri Damelet, va plus loin. Il rejoint un réseau de renseignements britannique. Il livre les plans des usines de la région parisienne, les adresses des manufactures sous contrôle allemand, les listes du matériel expédié vers le Reich. L'usine qui fabrique des radios devient, en secret, un nœud de la résistance. Après la libération, tout repart. La France se reconstruit. Les Français rachètent. Et Radiola est là, fidèle, accessible, rassurante. La marque du quotidien, celle qu'on connaît, celle qu'on fait confiance. En 1929, Girardot avait déjà pris une décision stratégique discrète mais décisive, confier à la Radiotechnik la fabrication des récepteurs Radiola, pendant que la SFR se concentre sur les émetteurs professionnels. Une séparation propre, une organisation industrielle solide. Ce choix va ouvrir une porte. Une porte qu'un géant néerlandais va bientôt franchir. Chapitre 4. L'étranger qui connaissait déjà la maison Eindhoven, Pays-Bas. 1891. Gérard Philips loue un hangar. Il y installe des machines. Il commence à fabriquer des ampoules électriques, des lampes à filaments de carbone, banales, fragiles, mais qui s'allument. Son frère Anton le rejoint. Ensemble, ils vendent, ils exportent, ils grandissent. 30 ans plus tard, Philips n'est plus un hangar. C'est un empire. En 1914, l'entreprise crée son propre laboratoire de recherche, la NatLab, la tour de lumière d'Eindhoven. Des ingénieurs payés uniquement pour inventer, pas pour produire, juste pour penser. C'est une idée radicale pour l'époque, et ça marche. En 1927, Philips entre dans la radio. En 1933, il vend son 100 millionième tube électronique. Un siècle après sa fondation, le nom Philips est imprimé sur des appareils vendus dans 40 pays. Voilà l'adversaire, voilà le partenaire. Parce que Philips a un problème français. Pour vendre en France, il faut fabriquer en France. Les grandes ondes françaises ne sont pas les grandes ondes hollandaises. Le courant électrique n'est pas le même. Les normes divergent sur presque tout. Importer depuis Eindhoven revient cher et les appareils ne fonctionnent pas toujours bien. La solution s'appelle la Radiotechnik. En 1931, les deux entreprises signent un accord. La Radiotechnik fabriquera en France les récepteurs et les lampes vendus sous la marque Philips. Plus d'import, plus de friction technique. La production est locale, l'étiquette reste hollandaise. Mais voilà ce que cet accord cache vraiment. Dès 1932, les appareils Philips et Radiola sortent des mêmes chaînes, avec les mêmes circuits, les mêmes composants. Techniquement, c'est le même objet. Ce qui change, c'est l'emballage et le prix. Philips occupe le haut de gamme, Radiola, le terrain populaire. Un acheteur au budget serré prend Radiola. Un acheteur qui veut signaler son standing prend Philips. Une seule usine, deux clientèles, deux imaginaires de marque. Ce n'est pas un hasard, c'est une stratégie. Philips voulait le marché français. Mais il ne pouvait pas l'imposer seul. Radiola était déjà là, dans les mémoires, dans les salons, dans les conversations. Effacer ce nom, en 1931, aurait été une erreur commerciale grave. Alors Philips ne l'efface pas. Il l'utilise. La France est un cas à part dans l'histoire de Philips. Nulle part ailleurs, les normes techniques n'imposent autant de contraintes. En 1949, la France adopte une définition télévisée de 819 lignes pour ses images, bien plus que la Grande-Bretagne ou les États-Unis. L'image est plus fine, mais elle est incompatible avec le reste du monde. Un téléviseur français ne capte rien à Londres. Puis vient la couleur. En 1956, l'ingénieur Henri de France invente le SECAM, séquentiel couleur à mémoire. Un système brillant, incompatible avec le PAL allemand, incompatible avec le NTSC américain. La France, encore une fois, fait cavalier seul. Résultat, pour équiper les foyers français, il faut une industrie française. Pas d'autre option. Ces normes protègent tôt le marché national et personne d'autre ne peut entrer sans s'adapter entièrement. C'est une muraille technologique et la Radiotechnik en est le gardien. En 1947,
la CSF cède définitivement la radiotechnique à Philips, qui introduit 47% des actions en bourse. Le partenariat devient absorption, lentement, sans bruit. En 1951, la radiotechnique produit la moitié des tubes de réception fabriqués en France et entre 30 et 40% de tous les récepteurs radio. La force est là, les chiffres le prouvent. Philips ne prend pas la France, il devient la France électronique. Et Radiola, pour l'instant, reste debout, populaire, reconnue, présente dans chaque quartier, chaque village, chaque foyer. Pour combien de temps encore ? Chapitre 5. La France. À plein volume, 1950. La guerre est finie depuis 5 ans. Les Français n'ont plus envie de manquer. Ils veulent acheter, consommer, remplir leur maison de choses neuves, de choses modernes, de choses qui brillent, le frigidaire, la dauphine, la télévision. C'est le début des 30 glorieuses, 30 ans de croissance, de plein emploi, d'optimisme tranquille. Et dans ce mouvement, Radiola est en première ligne. En 1949, la radiotechnique produit son premier téléviseur. Un rectangle de bois sombre, un écran minuscule, une image en noir et blanc qui tremble un peu. Peu importe. Les voisins viennent regarder, les enfants s'assoient par terre. La télévision n'est pas encore un meuble, c'est encore un événement. 2 ans plus tard, en 1951, la radiotechnique fabrique la moitié des tubes de réception vendus en France et entre 30 et 40% de tous les récepteurs radio du pays. Ce n'est plus une entreprise, c'est une infrastructure. La croissance est telle que les usines existantes ne suffisent plus. Entre 1953 et 1972, la radiotechnique ouvre site après site. Rambouillet, Chartres, Évreux, Dreux, Nogent-le-Rotrou, Joué-les-Tours, Caen, Le Mans, 8 villes, un réseau qui couvre tout le nord-ouest de la France. Des milliers d'emplois, des générations entières d'ouvriers qui passent leur vie professionnelle derrière les mêmes chaînes. En 1969, le groupe et ses filiales emploient 10 000 personnes. Il produit un quart des téléviseurs fabriqués en France, la moitié des électrophones, la moitié des tubes électroniques. 10 000 personnes pour une seule marque. Mais Radiola ne reste pas dans le salon. Dans les années 1950, la marque franchit la porte de la cuisine, puis de la chambre, puis de la buanderie, réfrigérateur, machines à laver, aspirateurs, électrophones. Radiola équipe la maison entière, pas seulement ce qu'on écoute, mais ce qu'on mange, ce qu'on lave, ce qu'on aspire. Ce glissement n'est pas anodin. Il transforme Radiola d'une marque audio en marque de vie quotidienne. Le nom devient générique. Comme on dit un frigidaire pour un réfrigérateur, certains disent d'un Radiola pour un électrophone. C'est le signe qu'une marque a vraiment gagné. Et puis vient le transistor. En 1947, les laboratoires Bell aux États-Unis inventent un composant minuscule capable de remplacer le tube électronique. Le transistor amplifie le signal sans chaleur, sans fragilité, sans encombrement. Les postes de radio rétrécissent. Ils deviennent portables. On les tient dans la main. On les emporte à la plage. Radiola intègre cette révolution sans hésiter. Le poste transistor des années 1960 n'a plus rien à voir avec le meuble en noyer des années 1930. Il est léger, il est coloré, il est jeune. Et c'est précisément cette jeunesse qui l'accompagne. Les yéyés débarquent. Johnny Hallyday fait trembler les estrades. Sylvie Vartan tourne sur les électrophones Radiola dans les chambres de toute la France. La marque n'est plus seulement dans les salons des parents, elle est dans les greniers, les cuisines, les chambres d'ados. L'objet change de peau à chaque décennie. Dans les années 1930, c'était du bois sculpté, de la cajou, de l'art déco. Dans les années 1940, la bakélite noire, dure, sérieuse, fonctionnelle. Dans les années 1960, le plastique explose en couleurs vives, rouge, jaune, turquoise. Chaque époque a son esthétique. Radiola les porte toutes sans se renier. Cette cohérence visuelle se prolonge dans les affiches. Hervé Morvan, René Ravaud, les mêmes illustrateurs qui signaient pour Banania ou la Loterie Nationale, créent les visuels Radiola. Des images claires, directes, joyeuses. La marque est dans les rues, dans les magazines, dans les esprits. À la fin des années 1960, il n'y a presque pas de foyer français sans un objet Radiola. Pas un foyer sur 2, comme dans les années 1930, presque chaque foyer, dans les grandes villes et les villages, dans les appartements et les fermes. Sous forme de radio, de télévision, d'électrophone, de réfrigérateur, c'est le sommet. Et comme tous les sommets, il ne dure pas. Chapitre 6. Le Mans, début de chaîne Czernowitz, empire austro-hongrois. Une ville de frontières, de langues mêlées, de destins incertains. Jacques et Sacha Schneider y naissent à quelques années d'intervalle. Leur père meurt tôt. Ils grandissent dans peu d'argent et beaucoup d'ambition. Jacques à la tête d'un inventeur. Il démonte ce qu'il trouve, comprend ce que les autres ne regardent même pas.
Un ingénieur qui croise sa route après la guerre lui dit une chose simple: va en France. Jacques part. Il arrive à Paris vers 1930. Il fait venir son frère. En 1934, les deux hommes fondent une société, pas une usine, une affaire de commerce. Ils achètent et revendent des appareils TSF. Une table, un téléphone, des catalogues, c'est petit, c'est modeste. Ça ne ressemble à rien encore. Mais Jacques Schneider n'est pas commerçant, il est bâtisseur. En 1947, Schneider frère présente son premier téléviseur. Le succès est immédiat. En 1952, ils reprennent les terrains d'un atelier de rechape de caoutchouc à Ivry-sur-Seine. Odeur de gomme brûlée, plafond bas, lumière maigre, et y installent une usine de 128 personnes. 5 ans plus tard, 800 employés s'y pressent. Un récepteur radio sort des chaînes toutes les 80 secondes. Un téléviseur toutes les 3 minutes. Ivry tourne à plein régime. Mais Ivry déborde. Les frères Schneider regardent vers l'ouest, vers Le Mans. Une ville ouvrière. Des terrains disponibles. Une main-d'œuvre à portée. Ils lancent la construction d'une usine moderne. Acier, béton, lumière naturelle. Chaînes organisées selon les méthodes les plus récentes. Elle ouvre en 1963. 1200 personnes embauchées dès le premier jour. Et parmi elles, quelque chose de frappant, 80% sont des femmes de 18 à 30 ans venues du Mans et des villages alentours. Beaucoup n'ont jamais travaillé en usine. Certaines n'ont jamais travaillé du tout. Ce chiffre mérite qu'on s'y arrête. En 1963, en France, le travail industriel féminin n'est pas une évidence. Ces femmes franchissent une porte que leur mère n'avait pas franchie. Elles entrent dans le salariat, dans le bulletin de paie, dans l'indépendance économique. L'usine Schneider du Mans est une chaîne de montage. C'est aussi, pour des milliers de femmes, d'une première fois. La production démarre sans attendre. Dès l'ouverture, 1200 récepteurs radio et électrophones sortent chaque jour. Et 500 téléviseurs. Les appareils Schneider sont vendus dans plus de 50 pays dès 1963. L'usine grossit. En 1965, les frères rachètent la compagnie générale de télévision et d'électronique, avec ses marques Amplix, Télémaster, TVA, Arphone. 2 ans plus tard, toute cette production est rapatriée au Mans. Le réseau de distribution atteint 4000 revendeurs sur le territoire français. En 1967, le premier téléviseur couleur sort des chaînes Mancel. En 1969, avec 2500 ouvriers, l'usine fête son millionième téléviseur. Une banderole, un discours, des applaudissements dans les allées. En 1970, SRT produit 230 000 téléviseurs et 150 000 postes. L'effectif total atteint 3600 personnes, dont 250 ingénieurs et cadres. Cette même année, Schneider fait un pari de design. Le Trans 2000 sort avec un pied en forme de tulipe. Élancé, sculpté, presque élégant pour un téléviseur, la télévision n'est plus seulement un écran, c'est un meuble à regarder, même éteint. Puis vient le Popsi en 1973. Moins de 10 kilos, blanc, rouge ou jaune. L'un des tout premiers téléviseurs vraiment portables de France. On peut le déplacer, l'emporter dans une autre pièce. L'idée même de la télévision change de forme. C'est audacieux, c'est inventif. C'est exactement ce que font les entreprises qui sentent le sol bouger sous leurs pieds. Elles innovent plus fort, plus vite, une dernière fois. Parce que la crise arrive. Et cette fois, ni le design, ni les chiffres de production ne suffiront à l'arrêter. Chapitre 7, quand l'Asie a changé les règles 1970, l'usine du Mans fête son millionième téléviseur. La même année, pour la première fois de son histoire, Schneider Radio-Télévision enregistre des pertes. 15 millions de francs dans le rouge. Pas une anomalie comptable, pas un mauvais trimestre, un signal. Le monde vient de changer de vitesse. Et la France n'a pas encore compris. Revenons en arrière de quelques années. Dans les années 1960, fabriquer un téléviseur couleur prend environ 20 heures. Fabrication, câblage, réglage, test. 20 heures de mains humaines sur chaque appareil. C'est long, c'est cher, mais tout le monde est logé à la même enseigne. À la fin des années 1980, ce même téléviseur prend moins de 2 heures. L'automatisation a tout changé. Les robots soudent plus vite que les ouvriers. Les chaînes numériques éliminent les réglages manuels. Le coût de production s'effondre, mais seulement pour ceux qui ont investi dans les machines. Ces investissements sont massifs, hors de portée des entreprises moyennes. Seuls les géants peuvent suivre. Schneider n'est pas un géant. Schneider est une belle entreprise familiale dans un monde qui réclame des multinationales. Et pendant ce temps, l'Asie arrive. Au Japon d'abord, Sony, Panasonic, JVC, des groupes intégrés, financés par l'État, capables de vendre moins cher et d'innover plus vite. Puis la Corée du Sud, puis les usines de Taïwan. Un ouvrier japonais ou coréen coûte alors 3 à 5 fois moins qu'un ouvrier français. Sur un produit standardisé, comme un téléviseur, cet écart est fatal.
On ne comble pas une différence de coût pareille avec du design ou de la notoriété. L'Europe essaie de répondre. Elle n'y arrive pas, en partie à cause d'elle-même. Le marché européen est fragmenté en îlots techniques incompatibles, SECAM en France, PAL en Allemagne et en Grande-Bretagne des normes d'alimentation différentes de partout. Là où un fabricant japonais conçoit un seul modèle pour un marché mondial unifié, un fabricant français doit adapter ses appareils pays par pays. Chaque adaptation coûte, chaque coût s'accumule. L'Europe se bat avec des armées de tailles différentes sur des terrains différents, avec des munitions différentes. Elle perd. Pour Schneider, la chute est mécanique. L'usine du Mans tourne, mais elle tourne à crédit. Les tubes cathodiques viennent de la Radiotechnik, filiale de Philips. Les semi-conducteurs aussi. Schneider achète ses composants essentiels à celui qui va finir par le posséder. Chaque livraison creuse la dette. Chaque dette rapproche l'échéance. En 1971, la solution proposée ressemble à un accord. Les deux entreprises créent une filiale commune. La Sellmans, Philips prend 51%. Schneider apporte l'usine du Mans en échange de 49%. La mécanique est simple, Philips ne sort pas un franc. Il récupère le contrôle de l'usine via les dettes que Schneider ne peut pas rembourser. Ce n'est pas une acquisition classique, c'est une absorption par créancier. Les frères Schneider gardent leur nom sur les papiers, mais la main sur le volant appartient désormais à Eindhoven. En 1976, les châssis radiotechniques intègrent les chaînes du Mans. En 1980, Philips rachète officiellement le reste. L'histoire Schneider est terminée. Schneider n'est pas un cas isolé. Entre 1979 et 1980, la France perd 624 000 emplois industriels en 12 mois. L'électronique, grand public, est l'un des secteurs les plus touchés. Thomson résiste encore. Alcatel tient, Bull se débat, la radiotechnique survit, sous pavillon Philips. Mais la direction est déclaire. L'État français, qui soutenait discrètement ces industries depuis des décennies, commence à se retirer. La mondialisation s'accélère. Les privatisations s'enchaînent. Le marché doit réguler, dit-on. Le marché régule en déplaçant la production là où les coûts sont les plus bas. Ce n'est pas une trahison. Ce n'est pas un complot. C'est une logique froide, appliquée sans exception. Et cette logique froide va maintenant s'attaquer à ce qui reste. À la marque elle-même. Chapitre 8. Le nom qu'on efface doucement. Il y a deux façons de tuer une marque. La première est brutale. On annonce la fin. On retire les produits, on solde les stocks. Tout le monde le voit, tout le monde le sait. C'est douloureux, mais c'est honnête. La seconde est administrative. On fusionne des équipes, on mutualise des budgets, on réorganise des départements. La marque continue d'exister sur le papier. Mais elle perd, pièce par pièce, tout ce qui lui permettait de vivre. Philips a choisi la seconde. En 1985, la radiotechnique industrielle et commerciale regroupe ces trois départements commerciaux en un seul bloc. Radiola, Philips et Schneider, trois marques distinctes, trois identités, trois histoires, partagent désormais les mêmes commerciaux, les mêmes relations distributeurs, le même calendrier de lancement produit. Sur le papier, c'est une rationalisation. Dans les faits, c'est une condamnation. Parce qu'avant 1985, Radiola avait ses propres hommes sur le terrain. Des gens qui connaissaient les revendeurs par leur prénom, qui savaient quel modèle marchait dans quel département, qui défendaient la marque comme si c'était la leur. Ce tissu commercial, construit en 60 ans, ne se remplace pas par un organigramme révisé. Dans un grand groupe, la marque numéro 2 perd toujours face à la marque principale. Les ressources vont en priorité à celles qui génèrent le plus de chiffre d'affaires. Les autres survivent en marge, jusqu'à ce qu'on décide qu'elles coûtent plus qu'elles ne rapportent. La suite s'enchaîne avec la précision d'un calendrier bureaucratique. Janvier 1990, François Mauduit prend la direction générale. Septembre 1990, la radiotechnique porte-enseigne change de nom. Elle devient Philips Électronique grand public. Le mot radiotechnique disparaît de la raison sociale. 70 ans d'histoire industrielle effacés d'un document administratif. Le 1er janvier 1991, les forces commerciales des trois marques fusionnent en une seule organisation. Une seule, avec un seul nom, Philips. Radiola n'est plus commercialisé qu'à la marge, lors d'opérations promotionnelles ponctuelles sur quelques références non soldées. Un fantôme de marque, un nom qu'on sort du placard pour écouler des stocks, puis qu'on range. En 2002, Philips rend la décision officielle. La marque Radiola est abandonnée définitivement, 80 ans après sa création, 40 ans après avoir été dans chaque foyer français. Personne ne manifeste, personne ne proteste. Cela se passe dans un communiqué interne, dans une case cochée sur un formulaire quelque part à Eindhoven. Mais l'usine du Mans, elle, continue. Philips a besoin d'un site de production, il a besoin d'ingénieurs, il a besoin d'espace. Et surtout, il a vu venir quelque chose, un marché en train d'exploser, un objet en train de changer le monde, le téléphone mobile. En 1996, le Philips Fizz
sort des chaînes du Mans. Un combiné compact, arrondi, pensé pour le grand public. Le premier téléphone de conception entièrement maison chez Philips, conçu, développé et fabriqué depuis le site Manceau. Le groupe a investi 240 millions de francs d'aide publique dans le réaménagement du site. Il embauche, il recrute, il promet. Le site reçoit un nouveau titre officiel, Centre d'excellence de la téléphonie mobile. L'usine qui diffusait la voix dans les maisons via la radio produit maintenant les appareils qui font sortir la voix des maisons. Le cycle est complet. La technologie a fait un tour entier, du récepteur à l'émetteur, du salon à la poche. En 2000, au sommet de l'explosion mondiale du marché GSM, l'usine sort 13 millions de combinés. Elle était conçue pour en produire 15 à 16 millions par an. Les chaînes tournent. Les équipes la travaillent en 3-8. Le carnet de commandes est plein. C'est le dernier moment où tout semble tenir. Radiola est morte en douceur, sans bruit, dans les recoins de la comptabilité. L'usine, elle, respire encore, 2600 salariés, des ingénieurs en R&D. Un avenir qui paraît solide. Mais les marchés ne préviennent pas. Et ce qui s'est passé avec les téléviseurs, la concurrence par les coûts, l'Asie qui écrase, la France qui perd, va se rejouer ici, avec la même fin. Chapitre 9, ce que les chaînes laissent derrière est le premier trimestre 2001. Les chaînes du Mans tournent, mais quelque chose ne va pas. En 2000, l'usine avait sorti 13 millions de combinés. Explosion des ventes, carnet plein, heures supplémentaires. Le marché mondial du téléphone mobile semblait infini. Les analystes parlaient de croissance à 2 chiffres pour la décennie entière. Au premier trimestre, 2001, 1,5 million d'appareils, pas 13 millions, pas 10, pas 5, 1 500 000. En 3 mois, la production s'est effondrée à un niveau qu'on n'aurait pas imaginé un an plus tôt. L'euphorie des années 1999 à 2000 s'est évaporée comme elle était venue, vite sans prévenir, sans laisser le temps de s'adapter. Ce qui s'est passé est simple à expliquer. Le marché GSM avait connu une bulle. Tout le monde avait acheté son premier téléphone. Puis le renouvellement avait ralenti. Les opérateurs avaient dû freiner les subventions. Les consommateurs attendaient, et pendant ce temps, 2 géants avaient pris le contrôle du secteur, Nokia, Motorola. Ces 2 marques écrasent la concurrence sur 2 fronts simultanément. Les coûts de production d'abord, leurs usines sont plus automatisées, leur volume plus massif. Le design ensuite, leurs appareils sont plus fins, plus légers, plus désirables. Philips n'est ni le moins cher ni le plus beau. Il est entre les deux. Et dans un marché de masse, être entre les deux, c'est être nulle part. L'aventure téléphone mobile a coûté 1,5 milliard d'euros à Philips. Pas 150 millions, pas 500 millions. 1,5 milliard. En juin 2001, Philips annonce l'arrêt de sa production de téléphones portables en propre. La fabrication est confiée au groupe chinois CEC. Le Mans ne produira plus rien. Sur les 2 536 salariés du site, 1142 perdent leur emploi. Ce chiffre seul suffirait à mesurer l'ampleur. Mais ce qui frappe les syndicats, ce n'est pas seulement le nombre, c'est qui part. 1/3 des suppressions de postes touchent des cadres et des ingénieurs en R&D, des gens qui avaient conçu le FIS, des gens qui travaillaient sur les modèles suivants, le cerveau du site, pas seulement ses bras. Les représentants du personnel le disent publiquement. Le site avait bénéficié de plusieurs dizaines de millions de francs d'aide publique pour se reconvertir dans la téléphonie mobile. L'argent de l'État avait servi à bâtir un outil industriel. Cet outil est maintenant transféré en Chine. L'argent public n'a pas empêché la délocalisation. Il l'a peut-être même financée. Ceux qui connaissent l'histoire de cette usine reconnaissent le schéma. Dans les années 1970, les téléviseurs avaient quitté la France pour les mêmes raisons. Des coûts asiatiques impossibles à rattraper, des investissements trop lourds pour des entreprises de taille moyenne, une décision prise dans un bureau loin du Mans. 30 ans plus tard, c'est la même logique, la même mécanique, la même conclusion, la même usine, les mêmes murs, une autre technologie, le même résultat. Philips tente de maintenir une présence réduite, quelques équipes, quelques activités, mais l'élan est brisé. Le site perd de la substance chaque année. En 2007, Philips met le bâtiment en vente. En 2009, les 70 derniers salariés quittent les lieux, 70. De 1963 à 2009, 46 ans, l'usine était passée de 1200 employés à l'inauguration à 3600 au sommet, à 2600 lors du Paris Téléphonie, à 70 à l'extinction. Un dépeuplement lent par vagues successives, chaque vague emportant un peu plus que la précédente. En 2012, le Mans Métropole rachète le site. Aujourd'hui, le bâtiment accueille un équipementier automobile, une filiale de Canon, un laboratoire d'essais techniques. 300 travailleurs environ, des activités sans lien entre elles, installées dans les espaces qu'une industrie entière avait occupés. Mais les statistiques ne disent pas tout.
Une femme embauchée en 1963 à 18 ans avait 46 ans quand les marques ont fusionné en 1991. Elle avait passé 28 ans de sa vie professionnelle dans cette usine. Une autre, recrutée en 1971, avait 50 ans en 2001 lors des premiers grands licenciements. À cet âge, on ne recommence pas facilement ailleurs. Ces trajectoires industrielles sont aussi des trajectoires de vie. Des mariages célébrés grâce à un premier salaire. Des maisons achetées sur la foi d'un emploi stable, des enfants élevés avec la certitude que l'usine serait encore là demain. Cette certitude avait duré 46 ans. Puis elle avait cessé, et sur la façade du bâtiment, le long de la route d'Angers, il ne reste rien qui rappelle ce qui s'y est passé. Aucune plaque, aucun signe, juste un mur, et derrière, le silence des chaînes arrêtées.